Je voudrais un peu dénationaliser le débat. Je vous trouve un peu chauvin. Vous nous trouvez franco-français, là? Très franco-français. Je vais partir un peu de ce que Stora disait à juste titre, qui est l'affichage croissant des appartenances religieuses. Ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. On se définissait comme maghrébins il y a 50 ans, on se définit comme musulmans aujourd'hui. On se définissait comme israéliens, on se définit comme juifs. On se définissait comme indiens, on se définit comme hindous. C'est un phénomène mondial. Donc la France fait partie de ce monde-là. Disons que nous sommes dans un mouvement qu'on eût appelé, un peu de façon pédante avec Thibaudet, non pas sinistrogir, mais destrogir. Le monde va vers la droite. Dans ce sens que... D'extra, là. Dans ce sens la droite, que chaque gauche. Génération se trouve un peu plus à droite que la précédente. Pourquoi? Je reprends le mot de modernité. Edoui se refuse à voir un phénomène consternant. Et il a raison, parce qu'il veut garder sa bonne humeur. Ça, j'ai pas... Ma bonne humeur. Oui. Ce que tu ne veux pas voir, c'est que la modernité libère les archaïsmes. La modernité est archaïsante. Alors ça, c'est très embêtant, parce qu'on nous avait toujours dit au XIXe siècle qu'on va de l'avant vers l'après. Et ben non. Je crois que je serais prêt à le voir, mais je ne suis pas là pour débattre. C'est vous qu'on écoute. De même qu'on a vu que la mondialisation techno-économique est une balkanisation politico-culturelle, c'est-à-dire que plus on s'unifie, plus on se fragmente. On voit aujourd'hui que plus on se modernise, plus on crée un vide d'appartenance, un vide de référence, et que cette vacuité est comblée par quoi? Par ce qu'il y a de plus solide dans le cerveau, si j'ose dire, c'est-à-dire dans l'hypothalamus, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus fragile dans l'évolution humaine, c'est ce qu'il y a de plus récent. Les structures politiques sont récentes. Les structures claniques, tribales et religieuses sont plus anciennes. En cas de crise, et il en va ainsi des individus d'ailleurs, une crise psychique, c'est toujours la remontée des couches les plus archaïques. Autrement dit, quand on perd la mémoire de ce qui s'est passé hier, mais on garde la mémoire de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, nous voyons ressurgir toutes ces couches archaïques qui sont beaucoup plus solides pour l'identification des gens, l'auto-identification des gens, que des appartenances précaires. Autrement dit, le vide d'appartenance se comble partout avec un retour plus ou moins fantasmatique à des racines plus ou moins fictives, mais peu importe. Donc, ce mouvement dont tu parles, c'est un phénomène, je dirais pas cosmique comme Edgar, mais en tout cas, c'est un phénomène planétaire. Alors, cela étant dit, il importe de ne pas, suivre ce mouvement passivement. Il importe que la République, consciente de ce phénomène, garde son identité. J'avais évoqué dans mon rapport l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque. Donc 2002, un an après 2001. Où je dis la relégation du fait religieux hors des enceintes de la transmission rationnelle et publiquement contrôlée des connaissances favorise le fanatisme, l'ésotérisme et l'irrationalisme. Bon. Et je proposais qu'on passe d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. C'est-à-dire d'une laïcité d'incompétence. Le religieux, ça ne nous concerne pas par construction. Nous sommes ailleurs. À une laïcité d'intelligence, essayons de comprendre ce phénomène qui est un phénomène objectif. Par une approche non pas confessante, bien entendu, mais par une approche objectivante à partir de l'art, à partir de la littérature, des sciences, etc. Donc il ne s'agissait pas du tout d'introduire la religion à l'école, au contraire. Il ne s'agissait pas du tout d'empiéter sur le domaine, disons, des vocations ou des transmissions religieuses. Il s'agissait de transmettre des connaissances. Je parle de connaissances. Et j'ai un petit problème avec l'officialité actuelle. C'est qu'elle n'est pas connaissante. C'est-à-dire qu'elle est un culte. Il se trouve que j'étais cet après-midi à la maison d'Auguste Comte qui inaugurait le pape du positivisme dont on a évoqué. Eh bien, vous aviez des portraits de Gambetta, de Jules Ferry, de Clémenceau pour expliquer en quoi ces trois personnages étaient des positivistes. Et Jules Ferry disait « Le positivisme est le fondement de toute l'éducation républicaine ». Alors, je ne demande pas à Madame notre ministre
de se plonger Jade Vallaud-Belkacem dans le discours sur l'ensemble du politique. C'est très compliqué, il aurait, je pense, quelques souffrances. Mais on a envie de dire, mais quels sont les référents de ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont autre chose que le sondage, que l'élection? Il y a tout de même une déculturation républicaine, si vous voulez. Moi, je suis frappé qu'on parle aujourd'hui de laïcité. Lisez Ferdinand Buisson, c'est un philosophe. Enfin, les fondateurs de la République étaient des gens ancrés dans une très grande culture, religieuse y compris, même s'ils ne l'étaient pas, et on ne voit plus aujourd'hui, si vous voulez, cette fondation possible. Quant au multiculturel, mon vieux frère Edgar, je suis un peu nuancé. Je ne crois pas dans le multiculturel. Ce n'est pas la tradition républicaine française qui, comme chacun sait, n'est pas fédérale, elle est centralisée. Ce n'est pas la nation qui a fait l'État, c'est l'État qui a fait la nation. Mais je crois qu'il s'agirait plutôt d'inventer un récit national où chacun trouve sa place. C'est ça le problème. Un récit national où chacun puisse trouver sa place. À cet égard, le livre de Dominique Borne est remarquable. N'est-ce pas? Quelle histoire pour la France, car il montre très bien un peu ce que tu disais, comment la France a été faite d'apports, mais sur des choses concrètes, comme la fondation de Marseille, comme la ville de Lens, etc. Autrement dit, c'est une histoire transversale, c'est une histoire vraiment qui, je crois, tout à fait adaptée. Donc, il y a des recherches concrètes possibles. Maintenant, est-ce que nos ministres peuvent ouvrir un livre? Je ne sais plus, honnêtement. Benjamin Stora. Très rapidement, pour poursuivre ce débat qu'a lancé Régis Debray sur la modernité qui libère les archaïsmes, en fait, moi je suis d'accord avec ça. C'est une édition qu'on avait eue d'ailleurs sur le plan strictement politique avec Edoui, je crois il y a 1 an ou 2. Moi je suis d'accord avec ça. Et le problème, c'est que ces archaïsmes, ils sont aussi provoqués par les échecs du politique, que ce soit en Occident et en Orient. Il faut en parler quand même. Je veux dire que si on a aussi la remontée des archaïsmes, et donc le fait de se rassurer par des histoires très, très, très anciennes qui nous donnent comme ça cette espèce de solidité d'appartenance. Elles sont plus résistantes. Elles sont plus résistantes, absolument, parce qu'elles sont plus anciennes, parce qu'il y a aussi des échecs, des pannes qui se sont produits en Orient et en Occident. Je veux dire qu'on a eu en Europe l'échec politique du socialisme, enfin dans sa version programmatique, partidaire et idéologique, mais il faut dire aussi qu'en Orient, les tentatives de laïcisation par le nationalisme arabe ont été des échecs. Enfin, je veux dire, se sont soldés par aussi des crises politiques au sommet des États et qui ont provoqué en retour cette fameuse montée des archaïsmes incarnés par l'islam politique contre le nationalisme arabe qui prétendait, disons, apporter aussi une version moderne des sociétés arabes et musulmanes tout au long du XXe siècle, quand même. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction aussi des contours réels de l'histoire, c'est-à-dire des catastrophes, des rebondissements, des luttes, du sang versé, et des combats menés, etc., et qui aboutissent aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, cette espèce d'angoisse d'avenir qui nous amène et nous tire en arrière vers ces espèces d'archaïsmes qui, pour moi, ne sont pas féconds. Parce que vous savez, il y a eu tout un débat en Algérie dans la grande tragédie des années 90, un sociologue algérien qui avait parlé de régression féconde. C'est un mot qui a été vivement critiqué, contesté, qui a été interrogé. En Europe, c'est la Renaissance. Voilà. C'est une régression féconde. On retourne à l'Antiquité et on essaie de revenir. Le problème, c'est qu'en Algérie, cette fameuse régression féconde des années 90 s'était soldée par 120 000 morts. Donc c'était très, très mal interprété et vécu. Donc moi, je dirais qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur les pannes et les échecs politiques qui nous amènent précisément à ces problèmes-là et ces catastrophes. Sans vouloir... Je crois qu'il faut poursuivre à fond ce débat. Mais, Benjamin Stora, pardon de vous interrompre, mais quand je vous entends et que je vous vois tous les quatre, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'engagement est quelque chose que vous connaissez. Est-ce que ça ne vous frappe pas de stupeur et d'incompréhension de voir des jeunes gens français qui ont 20 ans qui s'engagent, qu'on le veuille ou non, et qui sont prêts à y laisser la vie, et qui même veulent y laisser la vie, parce que la mort, visiblement, est une valeur cardinale dans cette affaire, dans le djihad. En vous écoutant, je pensais à une phrase sur Mediapart, une interview d'Olivier Roy, l'islamologue, qui disait en gros, que voulez-vous ? Le djihad est la seule cause disponible sur le marché. Et quand je vous vois au sens idéal, et vous m'avez bien compris, il ne s'agit pas de faire une comparaison, et quand je vous entends tous les quatre, quand je pense à vos engagements, excusez-moi, quand je pense à votre jeunesse, je me dis, quel effet ça vous fait
d'entendre quelque chose comme ça. Le djihad est la seule cause disponible, la plus vendeuse, voulait-il dire, sur le marché. Régis Debray, Edgar Morin. Ouais, moi, je peux vous répondre en deux mots, pardon, Edgar. C'est tellement ultra minoritaire et, disons... la gauche polynésienne, c'était pas majoritaire non attention. Plus. La résistance non plus. Oui, entendons-nous, dans ce qu'on appelle, d'un mot un peu trop fourre-tout, qu'ils appellent le terrorisme, mais dont nous avons eu des exemples européens avec les brigades rouges, les brigades noires, la bande à Badr, et le djihadisme, le trait commun, c'est qu'ils vivent dans un monde halluciné, dans un monde clos, où aucun argument du monde extérieur ne pénètre et où tout est auto-justifié par la cause. C'est-à-dire que, effectivement, les badéristes, les brigades rouges, les brigades noires, ont ce trait commun. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai vu après pas mal, c'est pas seulement les repentis pour des raisons pratiques, mais des gens qui ont quitté cet univers. De même que beaucoup de communistes qui n'étaient pas terroristes, mais ont pu briser cet univers halluciné parce qu'à un moment donné, une part de la réalité est entrée en eux. Donc, voilà, je pense qu'il y a ça qui vaut pour une minorité, mais le risque toujours, c'est, et là aussi le rôle de l'éducation est très intéressant, c'est d'éviter le monde clos. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner un monde ouvert. Je me permets de revenir un peu sur ce qui a été dit pour l'archaïsme. Je pense que c'est la crise de la modernité qui provoque des archaïsmes. Et par exemple, moi j'ai fait une expérience quand j'ai fait une enquête en Bretagne, dans notre pays bigoudin, dans les années 60. C'était de voir que chez une partie des jeunes bretons, il faut dire que la République à ce moment-là interdisait de parler le breton à l'école, c'était un tabou. Une partie des jeunes bretons, c'était eux qui voulaient retrouver la musique, la gastronomie, les rites. Et pourquoi ? C'est parce que c'était une résistance à l'homogénéisation de la civilisation moderne, à cette sorte où tout se gommait. Et à ce moment-là, il y a déjà eu cette idée de retrouver une identité. Bon, et cette chose aussi est universelle, comme tu le dis, Régis, aujourd'hui, c'est dans un vide incroyable, parce que, quel est le vide ? Le vide, c'est qu'il n'y a plus de futur, ou du moins, le futur, c'est l'angoisse. Le vide, c'est que le présent est mal, est malheureux. Et alors, dans ce cas-là, on cherche le refuge dans le passé. Et aussi, c'est vrai que la mondialisation elle-même, qui est une unification techno-économique du monde, qui tend donc à homogénéiser et à raboter les cultures diverses, provoque des réactions obscurantistes, mais de refermeture. Ça a commencé dès 70 avec l'Iran. Mais ce qui est curieux, c'est que ces réactions obscurantistes s'accommodent très bien des armes modernes, des avions de chasse et de l'énergie atomique. Non, ce que je veux dire, c'est que partout, le fait, la balkanisation est un résultat de l'unification. Et j'ajoute un dernier argument. Le communisme a été une religion de salut terrestre, universelle, qui a pris une importance extraordinaire et qui s'est évidemment brisée parce qu'elle offrait sur la Terre une chose qu'on a pu vérifier étant fausse. Et l'échec de cette révolution de salut terrestre, comme les différents échecs dont on a parlé, du nationalisme arabe, du socialisme arabe, de la démocratie, etc., cet échec-là a provoqué justement le retour des anciennes religions. Autrement dit, il y a un ensemble convergent pour le retour des religions. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant d'étudier aujourd'hui ce fait religieux, parce qu'il reprend virulence. Pour répondre à votre question, la politique a longtemps été une religion. Pas seulement le communisme. La République française a été une religion. Oui. Je vous rappelle... Mais pas du même type. Le peuple français reconnaît l'immortalité de l'âme et l'existence de l'être suprême.
Quand la politique cesse d'être une religion, les religions deviennent des politiques, basculent. Et c'est un peu ce à quoi on assiste. Et ce qu'il y a de terrible en France, et c'est pourquoi notre cas est un peu pathétique, parce que nous étions le pays de la politique, c'est ce que Marx disait, Angleterre l'économie, l'Allemagne la philosophie, la France est le pays de la politique. C'est devenu le pays de l'économisme, c'est-à-dire c'est devenu le pays où la seule religion est celle des chiffres. Et il y a un rapport évident, j'ai essayé de le dire dans l'erreur de calcul, il y a un rapport évident entre, je dirais, l'invasion, l'omnipotence du quantitatif, des 3% de ceci, du taux de cela, du prorata de ceci, et qui fait que nos politiques nous ont parlé jusqu'à avant-hier comme des comptables, experts ou pas, en tout cas des comptables d'origine bruxelloise, etc. Ça crée un vide, ça. Alors, effectivement, les gens ne sont pas obsédés seulement par l'utilitaire et par la consommation. Il y a des gens qui ont envie de servir, qui ont envie d'abnégation, qui ont envie de s'élever. Alors évidemment, si la République ne leur offre plus rien, eh bien, ils vont chercher ailleurs. C'est dommage, mais nous ne sommes pas tout à fait irresponsables de cette bascule. Un dernier mot de Benjamin Stora qu'on a promis de laisser filer, il est l'heure. C'est l'heure. Non, mais maintenant, c'est la conclusion. Juste, il va écouter quand même ce que dit partir. Voilà, c'est ça, c'est cette irruption du religieux qui a tout envahi par panne du futur, pour aller vite, fait que la frontière classique entre privé et public, qui est la formule classique de la laïcité, vole en éclats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a irruption disons, du privé dans le public. Parce que ce qui était confiné dans le privé, c'était la religion. Dans la tradition familiale, dans l'espace privé, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui débordent, et c'est tout le problème. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a irruption et débordement de ce qui était confiné dans l'espace privé, dans l'espace public, parce qu'il n'y a plus, disons, cette frontière politique qui a été tracée de manière traditionnelle et historique, ça c'est fondamental. Et c'est un défi extraordinaire pour la France, pour la société française, parce que ceux qui débordent dans l'espace public ne voudront pas revenir dans l'espace privé. Et ils voudront rester dans cet espace public, dans des fidélités d'appartenance à leur famille, à leur histoire, à leur tradition, à leur religion. Comment faire à partir de là? Il faut prendre conscience de ce débordement. Je sens que vous n'allez pas être tout à fait d'accord. Mais Benjamin Stora va vous écouter puisque c'est vous qui avez le dernier mot. Absolument. Bon, alors d'abord, je voudrais remercier Edgar Morin d'avoir évoqué une possibilité de sortie du djihadisme, d'avoir évoqué ce monde clos d'illuminés, mais d'où l'on peut revenir. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit tous souhaiter. Je suis tout à fait en phase aussi avec ces comparaisons avec l'extrême droite terroriste, l'extrême gauche terroriste de la fin du XXe siècle. Je crois qu'on est face à des phases effectivement d'engagement par la violence, mais il ne me semble pas que l'engagement djihadiste qu'on observe aujourd'hui s'inscrit sur du vide et sur du vide existentiel. Et je ne suis pas du tout d'accord non plus avec cette idée qu'on est simplement face à des archaïsmes au retour de quelque chose qui viendrait simplement, je ne sais pas, d'un tréfonds. Certainement, les djihadistes sont dans une démarche de retour à l'histoire quand ils veulent une résurrection du califat, mais il me semble que d'assimiler de manière plus générale ces retours aux religieux ou ces manières de se redéfinir par la religion, les assimiler simplement à des archaïsmes, il me semble que c'est faire une erreur. Et il me semble que nous ne devons pas nous priver de voir la part de modernité qu'il y a notamment dans l'islam d'aujourd'hui, et en particulier dans l'islam français européen. D'une part parce que... C'est une part de sécularisation également ? C'est une part de sécularisation aussi, mais nous sommes tellement focalisés par le risque de l'islamisme, par le risque que nous fait courir donc notamment le djihadisme, mais l'islam de manière plus diffuse, cette idée qu'il y a un risque que nous ne voyons pas. Non seulement nous ne voyons pas la majorité, mais nous ne voyons pas les minorités les plus innovantes et modernes. Et là, je voudrais quand même d'un mot
mentionner, sans les idéaliser, mais mentionner tout ce qui se fait, par exemple, en matière d'islam inclusif, ouvert aux minorités sexuelles, qui est un travail d'exégèse, un travail sur les textes sacrés, tout le féminisme musulman qui opère lui aussi un travail important sur les textes, mais aussi toutes les formes de redéfinition du halal qui le tirent vers l'écologie, par exemple. Donc il y a toute cette dimension de l'islam que nous ne voyons pas, qui est très moderne, mais il y a aussi une modernité, y compris des partis politiques se réclamant de l'islam, qui ont une forme de modernité. Et je crois qu'une analyse en termes d'archaïsme risque de nous induire fortement en erreur. En Tunisie, ils viennent de perdre les élections. En Tunisie, ils viennent de perdre les élections, non, absolument. Et c'est important de rappeler aussi qu'il y a une laïcité, que la laïcité, de toute façon, est un combat. Et que la Tunisie a fait une superbe constitution, par ailleurs. Oui. Voilà. Juste, on va terminer. C'est pas un jugement de valeur, c'est un problème de chronologie. Bon, tout à fait, je suis historienne, je l'admets. Vous continuerez à discuter, on parle à ceux qui nous regardent. Merci à tous les quatre.